Merci à tous et à toutes de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence des notaires. Ils sont là pour répondre à vos questions. Alors, déjà, levons une ambiguïté. La distance sanitaire est parfaitement respectée avec 2 notaires, 2 mètres de distance. C'est tout à fait normal. Alors, pour répondre à vos questions ce soir, maître Olivier Piquet et, ce qui ne va pas faciliter le dialogue, du moins en apparence, maître Olivier Comble, même prénom, 2 Olivier pour une belle promesse de réponse en tout cas. Alors, bonjour à tous les deux, bonsoir plutôt. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Maître Olivier Piquet, on va commencer par vous et par une question qui est récurrente et que l'on pose généralement en début d'année plus qu'à d'autres moments, peut-être aussi au moment des vacances. La conjoncture du marché en immobilier, on en est où? Vous savez que depuis des années, on annonce des catastrophes qui n'arrivent jamais, mais en tout cas, est-ce que le marché tâtonne? Est-ce que ça bouge? Parce que effectivement, le contexte que nous vivons est assez particulier. Je vous en prie, à vous. Oui, le contexte, Patrick, est très particulier. Il a été particulier, source de beaucoup d'incertitudes. Quand on a eu le premier confinement, on s'est dit, mon Dieu, l'activité était bonne, ça va marquer un coup d'arrêt assez important. On ne savait pas trop comment ça allait repartir. Finalement, c'est reparti de manière très, très intense à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, avec très, très peu de pauses. Même chose en octobre, avec une nouvelle fois, enfin octobre ou novembre, le deuxième confinement. Peu d'inquiétude. C'est reparti aussi de manière assez forte. Là, ça ne baisse pas. En termes de volume, ça stagne un petit peu. Et je dirais qu'en termes de prix, c'est assez variable, puisqu'en fait, on va dire que peut-être Paris intramuros sur des appartements sans terrasse, sans balcon, les prix ont peut-être baissé un tout petit peu. Les gens seront précipités ou vont chercher plus des appartements avec balcon terrasse, sans doute l'effet du confinement. Et il y a eu aussi un mouvement, sans doute lié plutôt lui à la mise en place plus importante du télétravail, un mouvement vers première couronne, seconde couronne, ou même plus éloigné, des gens qui n'ont pas hésité à choisir un autre cadre de vie et du coup à aller beaucoup plus loin en se disant qu'ils viendraient peut-être travailler une fois ou deux dans la semaine. Donc voilà, un marché en tout cas actif en termes de volume et en termes de prix, voilà, un peu plus d'éloignement, un peu plus de maisons et sur Paris, des choses même un peu surprenantes. C'est vrai qu'on a pu lire quelquefois un balcon ou une terrasse, et hop, 50 000 de plus ou 100 000 de plus tout de suite. Bon, sans même voir forcément le balcon. Bon. Effectivement, voilà, le monde change avec les circonstances que nous connaissons. Alors, Olivier Piquet, il y a aussi des nouveautés en matière de divorce, notamment par rapport à la fiscalité, à la procédure du divorce. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil depuis le 1er janvier? Alors, effectivement, fiscalité, de toute façon, le 1er janvier de l'année apporte toujours son lot de nouveautés, puisque c'est la loi de finances votée par le gouvernement en place qui prévoit son budget pour l'année. Donc, on modifie toujours quelques règles. Cette année n'échappe pas justement à ce principe. Sur le divorce, comme en d'autres matières, alors on ne va pas parler de toute la fiscalité, sinon là, on va déborder et puis on va même déborder sur le couvre-feu de demain. Donc, on va se contenter du couvre-feu de ce soir et on va se contenter effectivement du divorce. Donc, sur le divorce, la fiscalité, c'est le fameux droit de partage qui est un peu le fantôme qui fait peur à toutes les personnes quand ils divorcent. Combien ça va me coûter? Alors jusqu'ici, ce fameux droit de partage qui est un impôt direct s'est élevé à 2,5% du patrimoine partagé par les époux. Et depuis le 1er janvier, il est passé à 1,8%, donc quand même 0,7% d'économie. Et c'est déjà inscrit dans la loi que l'année prochaine, au 1er janvier, il passera à 1,1%. Donc ça, c'est pour l'aspect fiscalité. Sur la procédure, alors il y a deux changements majeurs de procédure. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la procédure parce que c'est plus effectivement la partie, on va dire, des avocats, mais pour simplifier, il n'y a plus d'ordonnance de non-conciliation, il n'y a plus une première audience nécessairement devant le juge, il y a directement une requête ou une assignation en divorce. Et puis, il y a le délai qui raccourcit aussi parce que vous savez qu'il y a le divorce par consentement mutuel où tout le monde s'entend et ça peut se passer sans le juge.
et il y a le divorce contentieux. Alors, dans le divorce contentieux, il y a plusieurs motifs. L'un des motifs, c'était quand on ne s'entendait absolument pas, par exemple, le fait d'être séparé depuis plus de 2 ans. Et là, ça donnait le droit de demander automatiquement le divorce, même si l'autre ne l'acceptait pas. Et bien, ce délai de 2 ans, il a été ramené à 1 an depuis le 1er janvier. Voilà, c'est les deux aspects, on va dire, sur le divorce en particulier. D'accord, donc divorcer devient plus facile, entre guillemets, du moins au regard des procédures, et puis moins cher, même au-delà de la période de solde de janvier d'ailleurs. Hein, c'est ça. C'est pour avenir et pour toute l'année 2021, voire plus tard. Maître Olivier Combe, alors, le confinement, et puis en plus le couvre-feu, ça fait beaucoup, comme on dit. Donc, comment vous faites dans vos études? Je veux dire, comment vous arrivez à gérer les demandes, l'activité? Ça change beaucoup de choses, j'imagine. Alors oui, bonsoir à tous. Déjà, effectivement, ça change beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment distinguer là les périodes. On a eu le premier confinement qui est arrivé presque par surprise. Donc là, effectivement, il a fallu s'adapter très rapidement. On n'était pas forcément tous prêts dans les études. Alors, on avait l'habitude de faire du télétravail dans beaucoup d'offices, pas dans tous, mais dans beaucoup d'offices. Mais là, il a fallu passer 100% des équipes en télétravail du jour au lendemain, ce qui fait qu'on a eu un délai d'une semaine, 10 jours, voilà, pour réussir à faire tout ça dans les offices. Après, ça a été, il a fallu s'organiser, mais en termes de vente, il y a eu, il y a plus d'actes qui se sont signés. Hein. On a eu en fait le mois d'avril, on a eu un arrêt total des signatures au début du mois. Après, il a fallu s'organiser pour signer. Alors, on est beaucoup passé par des procurations. En fait, c'est-à-dire que le notaire chez lui signait avec des procurations qui étaient envoyées par des clients. Donc, en fait, j'ai envie de dire pour tous les dossiers qui étaient en cours. Sauf si les acquéreurs ont voulu sortir, mais pour tous les dossiers qui étaient en cours, on a réussi à trouver des solutions pour le signer. Et donc globalement, en fait, en avril, on essayait de signer tous les dossiers qui étaient en cours. Bien sûr, on ne rentrait plus de nouveaux dossiers, mais on essayait de signer tout ce qui était en cours. Alors en revanche, ça posait une difficulté s'agissant des actes solennels, puisqu'il y a des actes en fait qui nécessitent forcément d'être signés devant un notaire. Je pense aux donations, aux contrats de mariage. Et donc là, on avait une vraie difficulté puisqu'on ne pouvait pas en principe voir les clients. Et donc, il y a un décret qui est sorti, en fait, qui a permis, ce qui est une révolution pour le notariat, temporairement, c'était jusqu'au 10 août, de signer à distance des actes authentiques. Donc, on pouvait signer à distance une donation, notamment des VFA aussi à distance. Alors, c'était très bien dans le principe. Ça n'a pas toujours très bien fonctionné, notamment parce qu'on passait par une plateforme qui s'appelle DocSign qui fonctionne d'habitude très bien, mais là, effectivement, ils ont dû se mettre en quelques jours à la page pour travailler avec les notaires. Et donc, il y a eu pas mal de bugs sur l'application. Donc, ça fonctionnait assez moyennement. Ça a pris fin le 10 août. Mais bon, ça nous a permis de nous dépanner dans quelques cas. Comme le disait Olivier, en fait, après, une fois que le premier confinement était terminé, l'activité a repris de manière assez forte. Il y a eu le deuxième confinement. Mais nous, en fait, on faisait partie des exceptions. C'est-à-dire que les études pouvaient rester en principe ouvertes, puisqu'on exerce une mission de service public. Donc, on pouvait, en principe, tout en, bien sûr, en respectant les gestes barrières, continuer de recevoir du public, ce qui n'était pas le cas la première fois, mais la deuxième fois, on faisait partie des exceptions. En termes de rendez-vous clients, on arrivait à signer pendant ce deuxième confinement, le tout, bien sûr, et ce depuis le mois de mars, en ayant augmenté énormément la part de télétravail avec nos collaborateurs. Mais ça, je crois que maintenant, on arrive assez bien à travailler à distance. On prend de nouvelles habitudes et ça fonctionne assez bien. Là, pour le couvre-feu, au niveau des collaborateurs, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on a beaucoup de collaborateurs toujours en télétravail, donc ça limite un petit peu le nombre de personnes à l'étude. On fait des roulements, et puis effectivement, en principe, il n'y a plus personne à l'office à 18h. Je suis à l'office, donc c'est un mauvais exemple, mais c'est le principe. Et les rendez-vous clients, on essaie au maximum de les terminer avant 18h. Alors il peut toujours y avoir des exceptions dans certains cas très très particuliers avec des signatures qui ne peuvent pas être différées pour des raisons quelconques, mais globalement, bien entendu, on essaye de respecter au maximum les mesures du gouvernement. Mais donc en résumé, en fait, le premier confinement nous a obligés à nous adapter très rapidement.
et finalement, je pense, nous a fait gagner plusieurs années en termes de dématérialisation et de travail à distance. Et aujourd'hui, on y arrive assez bien. Alors même si, après, je trouve que c'est assez limite parce que voilà, je pense que c'est bien de se voir aussi, mais en tout cas, on s'est, je pense, assez bien adapté à tout ça. Voilà. Alors, rassurez-nous plutôt, Olivier Combes, c'est toujours possible de voir un notaire, même après 18 heures. Bah oui, vous me voyez. Non, mais oui, mais disons que c'est toujours possible. Voilà, en principe, on essaie au maximum de limiter les rendez-vous après 18 heures, mais bien entendu, s'il y a un impératif, on pourra se débrouiller. Mais c'est vrai qu'on a aussi changé nos habitudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de rendez-vous en visio qu'avant. Donc déjà, on a tout un tas de rendez-vous qu'on fait en visio avant qu'on faisait en présentiel. Donc voilà, ce qu'on peut faire en visio, on essaie de le faire en visio. Merci à vous deux. Les questions arrivent donc sur l'écran. La première est de Dimitri qui nous dit « Actuellement, j'occupe un studio à titre gratuit, donc il n'y a pas de bail, dont j'ai la nue propriété suite à une donation partage faite avec mes parents en 2005. Et la question qu'il pose, étant donné que c'est ma résidence principale, puis-je louer 4 mois par an via Airbnb ?» Olivier Piquet, Olivier Combes, comme vous voulez. Je vais commencer si tu veux, Olivier, tu compléteras éventuellement. Le fait que ce soit la résidence principale n'est pas, entre guillemets, la problématique là-dedans. C'est vrai que vous nous indiquez que vous avez la nue propriété du bien. Donc le fait de l'occuper est un peu contraire, on va dire, à la nue propriété, puisque normalement c'est l'usufruitier qui l'occupe. Ou s'il ne l'occupe pas, qu'il le loue effectivement et qu'il en retire les loyers. Donc là, de dire que vous voulez le louer et en plus en retirer les loyers, c'est totalement contraire au démembrement que vous avez opéré avec vos parents. Et normalement, les revenus Airbnb devraient revenir à vos parents. Sinon, ces revenus que vous avez conservés constituent quelque part une donation complémentaire. Oui, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, alors après, ça dépend si la donation est ancienne ou pas. Mais il nous arrive parfois effectivement d'avoir des clients qui souhaitent faire une donation en nue propriété au profit d'un enfant qui occupe le bien. Donation en nue propriété, pourquoi? Parce que ça va permettre de ne pas avoir de taxation sur l'usufruit au moment de la transmission. Mais si en fait l'enfant occupe le bien, ça veut dire que quelque part il en jouit. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas finalement une donation en pleine propriété plus qu'une donation en nue propriété? Auquel cas, dans certains cas vraiment grossiers où l'enfant occupe à titre gratuit juste après la transmission, on pourrait se demander s'il n'y a pas un risque de taxation sur l'usufruit. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il ne faudrait peut-être pas trop en rajouter quand même en plus en louant. Oui, tout à fait. Si en plus il y a une perception par le nu propriétaire des revenus, là ça commence à devenir difficile de dire que c'est pas une donation cachée de pleine propriété. Entièrement d'accord. Oui, et le fisc travaille toujours, hein, même en télétravail, ça peut effectivement ne pas être une bonne idée que allumer un bouton. Je suis absolument. Très bien. Une question de Chantal. J'ai la possibilité de récupérer des terrains constructibles de ma famille. Je ne souhaite pas faire construire, mais les conserver comme placement pour les revendre ultérieurement. Y a-t-il des contraintes? Olivier Combes d'abord, Olivier Piquet ensuite, ou vice-versa et réciproquement? Non, je ne vois pas de contrainte particulière à garder le terrain. Alors, la question, c'est déjà effectivement récupérer, ça veut dire les recevoir par donation, les acheter. Du fait que je vois famille, je suppose que c'est donation. Vous devenez propriétaire, Chantal, si je peux me permettre. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous souhaitez les garder ou les revendre, c'est votre choix le plus strict à partir du moment où, justement, contrairement à la situation précédente, vous en récupérez la pleine propriété. Les contraintes, si vous voulez conserver au lieu de les revendre, non, il n'y en a pas. Hein. Simplement, il faudra assumer les charges, effectivement, de ces terrains. Alors, bon, peut-être qu'il y aura une taxe foncière. Après, il n'y aura forcément pas de taxe d'habitation, pas de taxe de raccordement. Mais voilà, c'est juste d'entretenir, tout simplement. Alors, une question, cette fois-ci, de Christian. Alors, je vais la décrypter parce que marié sous CU, ça doit être communauté universelle, je pense. Ouais. Ça doit être attribution intégrale, je pense. Ouais, et AL, c'est pas le Capone, donc c'est quoi AL? Attribution intégrale. Ah, bravo, bien. Plus stipulation de non-reprise des apports, sans enfant, incidence pour mon épouse si je venais à décéder, incidence de l'article 738.2 sur une maison reçue de mes parents par donation-partage,
contre Soult aux frères en 1984. Les parents ont renoncé au droit de retour conventionnel. On peut peut-être découper un peu. Donc, voilà, Olivier Piquet. Tu veux commencer, Olivier? Peut-être, oui, enfin, rappeler la communauté universelle d'attribution intégrale avec donc une non-reprise des apports. En fait, les époux ont mis tous leurs biens en commun et en cas de décès, on a une attribution intégrale au profit du survivant. Voilà. Sur 738.2, c'est le droit de retour. Le droit de retour légal des frères et sœurs, je suppose, si on invoque ça. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste en numéro d'article, mais je suppose que si monsieur en parle par rapport à ces... je me demande si c'est pas celui à mon avis, c'est effectivement le droit de retour des frères et sœurs. Pour moi, la communauté universelle écarte ce droit de retour des frères et sœurs. Alors, surtout s'il y a une renonciation. Ouais, ils ont renoncé au droit de retour conventionnel. Mais ça, c'est les parents, oui. Alors ça, c'est les parents, effectivement. Alors après, le problème de ça, c'est que en fait, il faut qu'on ait la clause du droit de retour, parce que les clauses de droit de retour, elles sont parfois un peu particulières. On prévoit un droit de retour en cas de décès des enfants uniquement, décès plutôt sans enfants. Donc, ça dépend aussi de la rédaction de la clause de droit de retour dans la donation de 1984. Mais bon, pour moi, la communauté... oui, en fait, effectivement, parce que ça peut être deux droits de retour différents. Ça peut être le droit de retour légal de 738.2 ou une clause de droit de retour, effectivement, conventionnelle dans l'acte de donation. Donc, mais là, de toute façon, s'il y a eu une renonciation à la clause de droit de retour, du coup, il n'y a plus de droit de retour, en fait. Donc, le bien est attribué à ce moment-là au conjoint survivant en cas de décès. Très bien. Alors, donc, d'où l'importance de la rédaction des clauses et donc de l'examiner, de la faire examiner par un notaire, ou si vous voulez le faire, Christian, vous pouvez aussi utiliser le Paris Notaire Info par téléphone de 9h30 à 13h, du lundi au vendredi, en ayant la clause sous les yeux et en la lisant, bien évidemment, pour que tout le monde puisse répondre vraiment au détail. En tout cas, merci pour cette question. Alors, Marlène nous dit « J'ai donné congé à mon locataire pour la vente d'un bien immobilier. Il a refusé l'offre d'achat proposée, mais souhaite me mettre en relation avec un acheteur. Comment procéder pour la visite et l'évaluation du bien ?» Voilà. Qui veut répondre ? Olivier 2. Moi, je veux bien commencer, mais en revanche, s'il y a eu un congé pour vendre, c'est qu'il y a eu un prix qui a été indiqué, en principe. L'évaluation est surprenante, il y a déjà eu un prix proposé, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, pour délivrer un congé pour vendre au locataire, donc voilà, l'idée, en fait, c'est d'essayer de vendre un bien vide. Et effectivement, quand il y a un locataire, on peut lui envoyer un congé, donc 6 mois avant la fin du bail, pour lui dire je vais vendre le bien à tel prix. Donc si vous le souhaitez, vous avez un droit de préemption, vous pouvez acheter pour ce prix. Mais donc ça nécessite effectivement d'indiquer la valorisation, puisque si on a donné un congé sans valoriser le bien, le congé n'est pas valable. Hein. Donc il faut impérativement indiquer la valorisation du bien. Absolument. Donc, voilà, Marlène, la réponse à votre question. Une question de... La question de la visite, que je ne comprends pas bien. Est-ce que la visite, c'est lié à la question du couvre-feu ou pas? C'est sûr que normalement, les visites ne se font pas après 18 heures, hein, si c'est ça le problème de la visite. Après, si la visite, c'est par rapport au locataire, le locataire, il doit vous laisser accéder. Vous lui avez donné congé. Il sait que vous cherchez à mettre en vente. Il faut se mettre d'accord avec lui. Vous ne pouvez pas lui imposer de venir tous les matins ou tous les après-midi pour faire des visites sans l'avertir. Il faut bien sûr l'avertir, mais il ne peut pas s'opposer non plus aux visites. Voilà. Mais effectivement, on insiste bien sur le congé qui n'est pas valable aujourd'hui. Hein, donc là, oui. Attention. Hein, parce que là, si vous présentez le bien comme étant un bien libre, le bien n'est pas libre, hein, puisque le congé n'est pas valable. Merci à tous les deux pour cette réponse. Alors, Audrey nous dit, là, c'est une question sur une donation lors d'une succession. Mon père vient de mourir, j'ai acheté un appartement avec une donation qui a pris de la valeur depuis. Donc, je pense que son père a dû lui faire une donation. Un frère veut demander sa réévaluation. Peut-on la contester à la majorité? Aura-t-elle lieu au décès de chacun de mes parents ou au dernier? La majorité, je ne sais pas si c'est la majorité des gens comme dans des sociétés ou la majorité au sens de 18 ans. Donc, je ne sais pas, je pose la question. En tout cas, effectivement, quand il y a une donation qui est faite, le principe, c'est qu'on considère que c'est une avance
sur la part de succession. En fait, on part du principe que le donateur a seulement voulu anticiper la transmission d'un bien, mais sans désavantager ses héritiers. Donc concrètement, si on fait une donation d'un bien qui vaut 100, ou même de cash, c'est encore plus parlant, on donne 100 de cash. La personne qui reçoit le donataire investit ses 100 dans de l'immobilier à Paris et ça devient 150. Mais en fait, c'est un peu fictif, mais on va considérer finalement que cette personne a reçu 150 et non 100, en fait. Donc, ce qui peut associer finalement les frères et sœurs au bon investissement qui a été fait par le donataire qui a reçu. Mais après, en fait, il faut effectivement aller regarder ce qui a été prévu dans la donation, parce qu'on peut déroger à ces règles. Alors, au moins pour le rapport, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on a donné 100 et qu'on considérera que cette somme sera rapportable au nominal, c'est-à-dire sera rapportable pour 100, quelle que soit l'utilisation qui a été faite par la somme donnée. Voilà. Alors je passe vite sur les règles de réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer si jamais la donation est vraiment très importante par rapport au donateur, mais on va rester sur les règles de rapport pour faire simple. Donc en résumé, le frère a raison, c'est-à-dire qu'en fait, on doit aller chercher la valeur actualisée du bien au jour du décès, sauf s'il y a des dispositions contraires qui ont été prévues dans l'acte de donation d'origine. Oui, alors après, avec la deuxième partie de la question qui aura-t-elle lieu au décès de chacun de mes parents ou au décès du dernier, ça dépend qui a donné déjà. Est-ce que c'est les deux parents ou est-ce que c'est que le père, puisque je vois que c'est le papa qui vient de décéder. Si c'est les deux, on va faire l'opération pour la moitié aujourd'hui et l'autre moitié au décès de la maman. Et si c'est le papa seulement, on va tout faire aujourd'hui. Je reviens sur la question de la réévaluation. C'est vrai que on ne peut pas revenir sur la réévaluation. Par contre, Olivier évoquait effectivement le fait de rétablir l'équilibre. Dans la donation, il peut aussi avoir été prévu, parce que ça, on ne le sait pas, en fait, ça mériterait aussi peut-être quelques précisions dans la question. Est-ce que la donation a été faite justement tout en voulant garder l'équilibre entre les enfants, ou manifestement, puisqu'il y a une petite mésentente, on va dire, a priori aujourd'hui, que cette donation a été faite pour avantager un des enfants? Dans ce cas-là, de toute façon, on n'échappe pas à la réévaluation, sauf ce que vient de dire Olivier, mais le calcul est différent, effectivement, des droits de chacun. Merci pour ces réponses. Alors, Annie nous dit « Je suis propriétaire d'un logement que j'ai acheté avec mon compagnon à moitié-moitié, à 50-50. L'évaluation est de 1 300 000 €. Nous avons 4 enfants. Comment minimiser les coûts de succession? Quelle est la bonne recette ?» On est au chef. Oui, comment faire? Alors, oui, il y a pas mal de pistes. Après, enfin, c'est vrai que ce qui est important, c'est peut-être déjà de savoir si c'est le seul actif voilà, des personnes et savoir si la résidence principale. C'est vrai que voilà, bon, la fiscalité c'est très important, mais si, imaginons, c'est la résidence principale, puisqu'on parle de logement, on n'aime pas trop, en tant que notaire, donner la résidence principale, puisque le seul moyen de diminuer le droit de succession, enfin, je vais y venir, c'est de faire des donations. Mais effectivement, avant de se déposséder, il faut vraiment s'assurer de conserver assez en fonction de son train de vie actuel, mais aussi de son train de vie éventuellement futur, en fait. Donc, il faut toujours garder un peu plus que finalement ce dont on a besoin actuellement. Partons du principe qu'il y a assez d'actifs pour faire cette donation sans trop appauvrir le donateur. Donc, on peut peut-être revenir rapidement sur les règles de fiscalité successorale, mais il y a 100 000 € d'abattement par parent, par enfant dans une succession, c'est-à-dire que chaque enfant peut recevoir de chacun de ses parents 100 000 € en franchise d'impôt. Donc, quand on a 4 enfants et qu'il y a 2 parents, ça fait 800 000 € qui peuvent descendre pour les enfants en franchise d'impôt. Quand on est au-dessus de cette tranche de 100 000 €, en fait, on a une taxation qui monte très vite à 20%, jusqu'à peu près 550 000 € par enfant. Et après, on peut finir à 45% au-delà d'1,8 million. Effectivement, une des solutions pour diminuer les droits de succession, c'est notamment de faire, alors il y a pas mal de solutions, mais c'est notamment de faire une donation, donation notamment en nue propriété. Déjà, le premier avantage, c'est que si on fait une donation aujourd'hui et qu'on bénéficie de l'abattement de 100 000 € par enfant, et que le donateur a une espérance de vie de plus de 15 ans, qui correspond au délai de rappel fiscal, ça veut dire qu'on bénéficie de l'abattement de 100 000 € aujourd'hui. Et si le décès ou une nouvelle donation intervient dans plus de 15 ans, on pourra de nouveau bénéficier de l'abattement de 100 000 €. Donc, effectivement, plutôt que d'en bénéficier qu'une seule fois si on n'a pas fait de donation au moment de la succession. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est de faire des donations en nue propriété.
Donc la donation en nue propriété d'un bien immobilier, en fait, le donateur va conserver la jouissance, donc il conserve l'usufruit du bien. Donc s'agissant d'un bien immobilier, il a le droit de l'occuper, il a le droit de consentir seul un bail d'habitation, il a le droit de percevoir les revenus, il a le droit de payer pas mal de travaux, pas les gros, mais il a le droit de payer pas mal de travaux et de payer toutes les charges, grand privilège. Donc en fait, ça lui change pas grand-chose tant que le bien n'est pas vendu. Bien sûr, après, il faut l'accord des enfants s'il y a une vente, mais en tout cas, tant que le bien est conservé, ça change pas grand-chose finalement à l'usufruitier, au propriétaire qui a donné la nue propriété. Alors, si on donne en nue propriété, en fait, seule la nue propriété qui est donnée est taxée au droit de donation. Alors, je vous donne un exemple. Si par exemple, monsieur et madame ont 55 ans chacun, on a une valorisation fiscale qui vient nous dire que quand on donne un bien qui vaut 100, je le déclare que 50 pour la nue propriété qui est transmise. C'est un barème fiscal qui dépend de la durée de vie de l'usufruitier. Et donc, concrètement, ça veut dire que je transmets le bien pour la moitié de la valeur et au décès de l'usufruitier, sous réserve qu'il survive juste 3 mois à compter de la donation, au décès de l'usufruitier, il n'y a pas de complément de droit à payer. Donc, dans mon exemple, en fait, effectivement, pour diminuer la fiscalité, on fait la transmission en nue propriété. Si, par exemple, on est entre 51 et 61 ans, on est taxé que sur 50% de la valeur. Si on est entre 61 et 71 ans, c'est un peu plus, mais c'est que 60% de la valeur. Donc, l'idée, en fait, étant d'avoir une absence de taxation de l'usufruit. Mais encore une fois, j'insiste sur ce point parce que je vois logement acheté avec compagnon. Donc, avant de faire des donations, il faut vraiment s'assurer qu'on dispose d'assez. Et la résidence principale, c'est en général le dernier actif qu'on transmet par donation. Parce qu'en fait, on aime bien que nos clients conservent un bien en pleine propriété pour si justement ils ont besoin de liquidité, mais en fait ils vendent et comme ça ils ont les liquidités pour payer des maisons de retraite, des maisons médicalisées, etc. Donc donation de résidence principale, on en fait assez peu en pratique, sauf circonstances particulières, mais on en fait assez peu. Voilà, il faut savoir que ces données à travers une autre solution aussi à laquelle je pense est je commencerai par une prudence. C'est pas une solution magique et qui fonctionne dans tous les cas. C'est éventuellement, avant la donation ou pas de donation, c'est l'apport en SCI aussi. Pourquoi je pense à ça? Parce que aujourd'hui, vous êtes à 2 à 50-50, donc de toute façon, il faut vous mettre d'accord si vous voulez vendre l'un et l'autre. En SCI, si vous restez à 2, ce sera exactement la même chose. Mais vous indiquez ensuite que vous avez 4 enfants et si ce bien a vocation à être transmis à vos enfants, justement, pour éviter une indivision entre eux et qu'il y en ait peut-être un qui bloque la volonté des autres, dans la SCI, ça permet avec des règles de majorité d'éviter cette situation de blocage. Et puis effectivement, dans la succession, on admettra que la valeur des parts de la SCI soit un peu inférieure à la valeur de l'immeuble qui est détenu, puisqu'il est toujours plus difficile de vendre des parts de la SCI qu'un immeuble. Donc le Trésor public admet lui-même qu'on fasse un abattement par rapport à la valeur. Mais encore une fois, je pense que ça peut-être être adapté, mais là aussi, il faudrait voir, comme le disait Olivier, la situation globale du couple. La SCI n'est pas non plus une solution magique qui s'adapte à tous les cas. Là, j'y pense particulièrement parce que je vois 4 enfants et voilà, ça évite un blocage d'indivision ultérieure. Bien sûr, et puis un conseil qu'on peut donner aussi, c'est de ne pas prendre n'importe où des statuts tout faits de SCI, parce que sinon, ça risque là vraiment de coûter cher et d'être très long et d'être très pénible. Donc, il n'y a que du sur-mesure en matière de SCI, donc allez voir votre notaire au risque de commettre des erreurs parfois irréparables et en tout cas fort coûteuses. Oui, puis là aussi, effectivement, on peut adapter les statuts de telle façon que même si les parents venaient à donner des parts de la SCI, ils conservent, eux, le pouvoir de décision en cas de besoin, justement. Ça pourrait être aussi un intérêt de l'opération. Absolument. Alors, une question de Marjane, veuve de 63 ans. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer sur les avantages et les inconvénients d'une donation-partage sur la moitié de mon appartement qui m'appartient en propre? Alors, qui veut répondre? Avantages, inconvénients d'une donation-partage sur la moitié d'un appartement. Olivier, comme tu veux, je peux y aller si tu veux. Vas-y, parce que j'étais en train de voir qu'il y avait la question d'Angélique avant, mais oui. Alors peut-être qu'effectivement sur la question d'Angélique avant, juste pour compléter ce qu'on a dit avant, ça permettra d'y répondre. S'agissant des donations, en fait, il y a un abattement de 100 000 euros par parent par enfant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, cet abattement vise tout bien, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut donner des biens immobiliers, de l'argent, des titres de société. Ça vise tous les biens. Sachant que le principe, c'est que, pour répondre au formalisme, le principe, c'est qu'une donation doit être reçue par acte notarié, sauf ce qui peut être transmis, alors historiquement, de la main à la main. C'est en fait
on va dire, tout doit être transmis par acte notarié, sauf en pratique des titres de société. Et encore, on parle d'actions et pas de part de société civile, mais par exemple des actions cotées, ça peut être transmis sans passer par devant notaire en remplissant un simple formulaire auprès de l'administration. Et le liquide aussi, l'argent liquide peut être transmis. Il suffit de télécharger un formulaire sur le site impôt.gouv pour faire cette transmission sans forcément passer devant un notaire, même si on conseille toujours de passer quand même devant un notaire pour sécuriser l'opération. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une obligation légale. Alors oui, donc il y a un autre abattement qui vise les liquidités qui est de 31 865 €, qui est cumulable avec l'abattement de 100 000 €, alors qui est juste un peu encadré, c'est-à-dire qu'il faut que le donateur ait moins de 80 ans et que les donataires, ceux qui reçoivent, aient plus de 18 ans. Mais sous réserve de respecter cela et de faire la déclaration dans le mois du versement, on peut cumuler cet abattement de 31 865 avec celui de 100 000, mais celui de 31 865 ne vise que les dons de sommes d'argent. Donc, on peut pas donner autre chose sur cet abattement. Alors, effectivement, sur la donation de la moitié de l'appartement qui appartient à Madame Laroche, en fait. Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Déjà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la résidence principale, voilà, toujours se poser la question de la donner. Est-ce qu'il ne faut pas la conserver pour avoir des liquidités, être en mesure de le vendre et d'avoir des liquidités en cas de besoin. Alors, après, sinon, effectivement, l'avantage de faire une donation, on l'a vu fiscalement tout à l'heure, c'est effectivement pour essayer de diminuer l'assiette de taxation au décès. La donation partage, puisqu'on nous demande des avantages et inconvénients de donation partage. L'avantage de la donation partage, en fait, c'est de figer les valeurs de ce qui est donné. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, en fait, effectivement, quand on donne 100 000 € à un enfant, ces 100 000 €, s'ils deviennent 150 000 € au décès du donateur, en principe, on a un rapport à la succession de 150 000 €. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on a 4 enfants, on donne 4 fois 100 000 €, mais finalement, il faut aller regarder ce que chaque enfant a fait avec ces 100 000 €. Donc, ce qui est assez gênant en pratique, et ça peut poser des difficultés là où on n'avait pas avant. L'avantage de la donation partage, c'est qu'on fige les valeurs. On fiche complètement les valeurs. En fait, on va considérer que chacun a reçu 100 000 €, que c'est un partage anticipé de succession, et on reviendra plus sur ces valeurs. Donc, en fait, ça simplifie énormément les calculs en matière de succession. Et en fait, on va pas du tout aller regarder ce que chacun a fait avec ces sommes. Alors, c'est pas très gênant quand on fait une donation partage. Alors, en plus, donation partage d'un bien en indivision. Oui, c'est ça. Un autre débat. Sur la moitié d'un appartement en plus. Voilà, exactement. Bon, ça, c'est le principe de la donation partage. Mais pour faire une donation partage, en principe, il faut donner divisément des biens. C'est-à-dire qu'une donation partage sera une donation partage avec la fixation des valeurs. Si jamais, par exemple, on a 4 enfants, on donne 4 appartements. Ou alors, on donne 4 fois 100 000 €. Ou on donne des lignes totales, mais avec des titres différenciés pour chaque enfant. En revanche, on a une jurisprudence, en fait, effectivement, assez récente encore, qui vient nous dire qu'on ne peut pas faire de donation-partage quand on donne des biens en indivision. Alors là, en fait, c'est exactement ce qui serait fait, puisque déjà, en fait, le bien qui est donné, c'est la moitié d'un appartement. Et en plus, voilà, ce serait au profit d'enfants. Donc, s'il y a plusieurs enfants, forcément, ils recevraient des quotes-parts indivises. Et là, en fait, dans ce cas-là, cette jurisprudence est très claire, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas rédiger une donation-partage. Donc, même si c'est rédigé sous forme de donation-partage, en fait, c'est déqualifié au décès du donateur en donation simple. Donc, avec les effets que j'indiquais tout à l'heure. Sauf interrogation que je me pose en relisant la question plusieurs fois, c'est quand Madame Laroche pose la question de donner la moitié de son appartement qui lui appartient en propre et qu'elle est veuve, est-ce que c'est pas la moitié qui lui est restée de sa communauté? Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir une donation-partage qui porte sur la totalité si les enfants rapportent dans cette donation la part qu'ils ont reçue de leur père, en fait. Mais je ne sais pas si c'est effectivement dans ce cadre-là. Alors, on peut peut-être donner un conseil à Madame Laroche, c'est de consulter Maître Piquet ou Maître Combe au choix pour débattre du problème et d'entrer dans tous les détails, parce qu'effectivement, c'est difficile de voir tout, mais en tout cas, merci pour avoir cadré en tout cas la réponse. Alors, Olivier Piquet, vous allez être ravi. La question d'Angélique est pour vous, forcément. Bonjour, je souhaiterais avoir plus de renseignements sur le don de son vivant. Pourriez-vous aborder ce sujet? Quelles sont les procédures? C'est ce qu'a abordé Olivier tout à l'heure, en fait. C'est effectivement les fameux abattements, la donation. Alors, c'est vrai qu'il y a un abattement spécifique qui a été créé, un nouvel abattement. Honnêtement, je n'ai pas tous les détails en tête, mais il y a un abattement, pareil, il y a une condition d'âge pour le donateur et il y a une condition d'utilisation des fonds aussi, surtout
pour les donataires, alors là, pour le coup, on n'est plus sur un abattement forcément personnel, c'est un abattement global de 30 000 euros, je crois, pour des travaux de rénovation énergétique ou des travaux, enfin pas des travaux, mais un investissement dans une PME, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Investissement dans une PME, agrandissement, enfin construction d'une résidence principale et effectivement travaux énergétiques. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Avec la difficulté, encore une fois, que là, c'est une somme globale de 30 000 euros. Donc, si on a 2 enfants, qu'on en aide un, voilà, on peut créer un déséquilibre en donnant les 30 000 qu'à l'un des deux. Donc, ça peut poser un petit souci. Donc, sinon, effectivement, le reste, Olivier l'avait lu et avait parfaitement répondu, je crois, à Angélique. Alors, Marie-Laure qui nous dit « J'ai acheté il y a peu de temps un bien avec mon compagnon. Nous ne sommes ni mariés ni pacsés. Que devons-nous mettre en place pour nous protéger l'un et l'autre en cas de décès ?» Effectivement, ils ne sont pas très protégés. Alors, que faire? Mais ils vont commencer par se marier ou se paxer. Oui, mariez-vous, paxez-vous, ça c'est déjà peut-être. Oui, parce que ils peuvent faire un testament pour se léguer réciproquement la part de l'un et de l'autre qu'ils détiennent sur le bien, mais ça peut être un cadeau empoisonné à double titre. D'abord à titre fiscal, puisque s'ils sont ni mariés ni pacsés, ils vont être taxés. Celui qui va recevoir les biens va être taxé à 60% dessus. Voilà. Je ne fais pas le bruit parce que ce ne serait pas très agréable, mais ça passe difficilement au niveau de la gorge. Et ensuite, sur le plan civil également, on peut avoir des écueils. Si vous avez des enfants, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, en fonction du nombre d'enfants que vous avez, vous êtes limité dans votre faculté de léguer une partie de votre patrimoine. Si vous avez un enfant, vous pouvez disposer de la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, un tiers, et 3 enfants ou plus, un quart. Donc la question, c'est de savoir si la part du compagnon peut être plus importante que la part dont on peut disposer compte tenu du nombre d'enfants qu'on a. Donc on a potentiellement un écueil civil, potentiellement un écueil fiscal. Donc à minima, j'allais dire le PACS plus un testament, parce que le PACS en tant que tel ne donne aucun droit au partenaire sur la succession de celui qui décède. Donc il faut là aussi l'accompagner d'un testament pour justement lui léguer les droits qu'on veut lui léguer. Et l'avantage du PACS, ça va être de venir supprimer la fiscalité. Donc, on va éviter l'écueil fiscal. Par contre, l'écueil civil que j'évoquais tout à l'heure subsiste. Il faut toujours regarder par rapport au nombre d'enfants si on est dans la limite de ce qu'on peut léguer librement. La meilleure protection reste et demeurera vraisemblablement le mariage, parce que je ne vois pas qu'on améliore aujourd'hui le droit des pacsés. Avec le PACS, historiquement, avait été créé pour les couples de même sexe. Aujourd'hui, le mariage leur est autorisé. Donc, il n'y a pas de raison d'améliorer les droits du PACS. Sinon, on en fait la même institution que le mariage. Il n'y a aucun sens juridique à conserver ces 2 institutions en parallèle. Donc, vraisemblablement, ça restera 2 statuts différents. Le mariage reste plus protecteur parce qu'il supprime aussi la fiscalité. Là, c'est l'inverse. Si on veut léguer un seul bien, au contraire, il faut peut-être faire un testament pour se limiter à ça, parce que quand on se marie, on donne automatiquement des droits à son conjoint, là aussi en fonction de la situation des enfants. Et par contre, on peut échapper au problème civil du nombre d'enfants si on lègue notamment l'usufruit, le droit de rester, comme l'évoquait tout à l'heure Olivier, dans le bien au moment du décès. Cet usufruit, on peut le donner à son conjoint, quel que soit le nombre d'enfants. Alors qu'un partenaire de PACS, on peut être limité en fonction de l'âge. Là aussi, on peut être amené à payer une part aux enfants de l'autre. Donc, il y a un mariage, et si vraiment ça pose un problème, minimum PACS plus testament. D'accord. Oui, c'est le minimum, effectivement, PACS plus testament, sachant que PACS, on peut faire un régime dit séparatiste. Donc, en fait, ça va rien changer par rapport à la répartition patrimoniale, en fait, entre chaque partenaire. Et un PACS, contrairement à un mariage, peut se dénouer unilatéralement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est moins lourd et qu'effectivement, au minimum, dans cette situation, vraiment, c'est PACS testament, hein, tout à fait. Donc, Marie-Laure, vous avez le choix entre soit vous pacsez avec votre compagnon, vous mariez bien sûr, ou alors vous pacsez avec l'administration fiscale qui, de toute façon, y consentira sans aucun problème, mais ça sera 60%. Alors, une question de Greg, ça concerne la donation parent-enfant vivant. Quelles sont les modalités si les parents veulent partager de leur vivant un appartement à part non égale entre 2 enfants en gardant l'usufruit?
les enfants peuvent-ils faire un don d'argent à leurs parents pour les aider? Alors, il y a deux Ouais, niveaux. alors, il y a deux cas, effectivement. Là, il y a la donation par les parents, mais ça, je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. On a parlé des abattements et des modalités. On a parlé plus de la conservation de l'usufruit. Donc, pour répondre peut-être à la deuxième partie de la question, les enfants peuvent-ils faire un don d'argent à leurs parents pour les aider? En fait, on a les mêmes abattements à l'envers. Voilà. Donc, on a l'abattement de 100 000 euros qui s'applique. Donc, des enfants peuvent donner jusqu'à 100 000 euros à leurs parents. Alors, juste une toute petite partie de la question, c'est effectivement le fait de donner par les parents un appartement à part non légal entre les deux enfants. La question, j'avais pas vu. Oui, le petit nom a toute son importance du coup. La question, c'est ce nom aujourd'hui exclusivement ou un nom définitif. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier. Est-ce que pour l'instant, parce qu'il n'y a pas moyen de répartir autrement le patrimoine, on donne un peu plus à l'un qu'à l'autre, mais on rééquilibrera tout ça à la succession, ou est-ce qu'on veut définitivement que l'un des deux enfants soit avantagé et récupère, j'ai supposé que les parents n'ont que deux enfants, et du coup, qu'au final, ce soit partagé la succession 2 tiers, 1 tiers. Là, c'est possible. Il faut là aussi consulter son notaire pour en voir toutes les conséquences civiles, fiscales et l'intérêt de le faire ou pas. Oui, tout à fait. Il est parfaitement possible d'avantager un enfant. On ne peut pas le déshériter complètement parce qu'il y a des codes-parts de réserve, comme le disait Olivier, qui dépendent du nombre d'enfants. Mais effectivement, on peut avantager un enfant. La seule façon de déshériter, c'est d'aller faire la fête et de ne plus rien avoir. Ça marche très bien, oui, tout à fait. Oui, c'est absolument. Alors, en ce moment, c'est compliqué. Mais pas trop la fête ou alors dans des endroits non covidés. Oui. On n'a pas le temps de tout dilapider. Ce n'est pas un conseil de notaire. Donc, une autre question de David. Par rapport aux abattements, si monsieur donne la nue propriété d'une valeur de 60 000 euros et que madame donne la pleine propriété d'une valeur de 125 000 euros, est-ce qu'on devra payer les droits de donation sur la part de madame? Je pense que c'est sur un même bien, non? Oui, c'est un peu surprenant. J'essaie de comprendre la logique de l'opération, mais effectivement, intrinsèquement, de toute façon, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, le calcul des droits et des abattements, c'est par donateur et par donataire. Donc, si monsieur donne une nue propriété de 60 000 euros, ben, en fonction du nombre de donataires, ils seront taxés sur les 60 000. Et si madame donne une valeur de 125 000, ceux qui reçoivent seront taxés par rapport effectivement à cette valeur de 125 000. Ok, alors une autre question, sauf si Olivier compte voulait intervenir, mais bon, Non, c'est très clair, je n'ai rien à ajouter. Je trouve ça très clair aussi. Donc. Alors, une question d'Alain. Mon frère décède en novembre 2020, il a 80 ans, célibataire sans enfant sous curatelle. Pourra-t-on nous demander de rembourser les sommes qui lui ont été allouées par les aides sociales ou le département si nous héritons? Ah, dur, hein? Enfin, dur et… Alors, c'est le frère, hein, déjà, c'est le frère. Donc, est-ce qu'il y a entre frères des obligations? Voilà, c'est une première chose. Et puis ensuite, ouais, s'il hérite, et puis c'est quoi les aides, hein? En fait, la question, c'est la nature des aides. Il y a effectivement des aides sociales qui sont dites non récupérables sur la succession. Et au contraire, il y a des aides sociales qui sont récupérables. Alors, en plus, dans les aides sociales récupérables, il y en a qui sont récupérables dès le premier euro et il y en a qui sont récupérables à partir du moment, c'est 35 000 euros, je crois. J'ai pas le montant en tête. En fait, je crois que c'est 35 000 euros. Donc, en fait, le problème, c'est que là, c'est difficile de vous répondre puisqu'il faudrait qu'on ait la nature de l'aide sociale qui a été versée pour savoir si elle est effectivement récupérable. Mais si vous acceptez la succession et que l'aide sociale est récupérable sur la succession, alors encore une fois, tout dépend de l'aide aussi, hein. Si elle est récupérable, elle peut être prise sur l'actif qui reste. Et si elle n'est récupérable, mais que sans pouvoir rendre la succession déficitaire, bah, pas de problème, mais bon, pas d'intérêt non plus particulier, je dirais, à accepter la succession. On a quand même quelques aides aussi qui sont récupérables, même si elles amènent la succession à devenir déficitaire. Donc là, il faut se rapprocher du notaire qui règle la succession pour que, par rapport à l'aide qui a été versée, il se renseigne pour voir dans quelle mesure elle est effectivement récupérable.
Voilà. Si c'est l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, normalement, ce n'est pas récupérable. Donc, On est d'accord. il y en a plein d'autres qui, effectivement, sont appelés par les départements. Et donc, effectivement, voyez votre notaire. Alors, Gérard nous dit, peut-on convertir un appartement vide non loué actuellement en loi Pinel de Normandie, moyennant tous les critères requis? C'est-à-dire, peut-on convertir un appartement vide non loué en loi Pinel? Donc, ça veut dire que Gérard a fait une loi Pinel, c'est ce que je comprends, mais il n'a pas pu louer, donc ça commence. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est convertir un appartement vide actuellement en loi Pinel. Parce qu'il est forcément vide s'il est loué en loi Pinel. Oui, mais la loi Pinel, on ne peut pas le faire avec un appartement ancien, donc non. Enfin, si c'est un appartement neuf et qu'il n'a pas encore été loué, oui, mais ça aurait peut-être été le but dès le départ. Si c'est un appartement ancien, non, on peut pas au moins on peut pas le convertir effectivement en loi Pinel. Bon, alors effectivement, c'est délicat. Alors, je suis en train de regarder l'autre question. Irina, pour une amie résidant en Grèce, je cherche un cabinet spécialisé en succession internationale. Pourriez-vous m'indiquer, alors ça, moi je conseille à Irina de s'adresser directement à la Chambre des notaires de Paris. Ils ont ça en magasin. Donc, si vous savez Borina Tapai Kala. On est quelques-uns. On est 3 notaires effectivement à pratiquer un peu les successions avec la Grèce sur l'île de France et 2 à parler grec. Mais effectivement, la Chambre des notaires de Paris peut vous donner les coordonnées. Bon, c'est super, ça, voilà. C'est pour ça qu'on vous a choisi, Olivier. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, une question. Il y a la question de Monique qu'on a ratée tout à l'heure. Alors, oui, effectivement, Monique, elle va m'en vouloir. Donc, Monique, j'ai le projet d'acheter un bien immobilier avec ma fille. Quelles sont les possibilités d'achat? Éventuellement, elle en sera l'unique propriétaire. Est-ce que c'est possible? Alors, oui, après, il faut faire attention en fait de ne pas maquiller une donation. Voilà, c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait pas imaginer de mettre la fille de Monique en tant que seul propriétaire du bien ou à 90% et d'imaginer que ce soit financé par Monique en totalité. On peut pas imaginer non plus qu'il y a un prêt qui soit remboursé par Monique si jamais c'est sa fille qui est propriétaire du bien. Donc après, il y a pas mal de possibilités quand même. Déjà, ça peut passer par la voie d'une donation pour aider la fille de Monique à acheter le bien, une donation préalable, éventuellement d'argent pour lui permettre d'acheter le bien, voire même un achat en propriété d'ailleurs. Après, ce qui fonctionne souvent, si le bien est loué, c'est pour ça que c'est important. Il y a vraiment 2 voies si le bien est loué ou si le bien n'est pas loué. Mais si le bien est loué, pour le coup, c'est plus facile en fait d'essayer de trouver une structure qui permette à la fille de Monique de devenir propriétaire, puisqu'en fait, imaginons, on peut passer d'ailleurs par la voie de la société civile de nouveau. Imaginons, on fait une société civile, on met Monique propriétaire de départ à hauteur de 5% et sa fille 95%. En fait, si la société s'endette auprès d'une banque pour financer et que finalement le prêt est remboursé par les loyers, là j'ai aucune question de donation déguisée puisqu'en fait le prêt est remboursé finalement par le locataire et n'est pas remboursé par Monique. Voilà. Donc en fait c'est assez simple si on a une location parce que finalement on pourra faire en sorte que le prêt est remboursé, donc finalement indirectement le prix d'achat du bien est remboursé par un tiers. En revanche, si jamais il n'y a pas de location, là, il faut passer par la voie d'une donation et sinon, effectivement, c'est ce qu'on appelle une donation déguisée. Merci. Taxable, bien entendu. Alors, Patricia, maintenant, je suis propriétaire d'un appartement depuis octobre 2004 qui était ma résidence principale depuis, sauf entre novembre 2018 et janvier 2021. J'y réside dorénavant, je souhaite vendre cet appartement. Puis-je bénéficier de l'exonération de la plus-value au titre de la résidence principale? Je vois des négations qui s'affichent. Alors pourquoi elle peut pas? On peut répondre dommage. Le problème, c'est que l'exonération pour résidence principale, c'est qu'il faut que ce soit la résidence principale au moment de la cession et pas que ça l'ait été pendant une période donnée, même si ça l'a été, je comprends la question de Patricia, pendant la majorité du temps.
mais là, elle y réside dorénavant, enfin, depuis le 15 janvier, c'est-à-dire depuis une semaine. Si elle le met en vente tout de suite, c'est beaucoup trop récent pour être considéré comme sa résidence principale. Elle en aura d'ailleurs fait aucune déclaration aux impôts en mettant sa résidence principale, puisque quand elle fera sa déclaration de revenus en mai de cette année, elle déclarera au 1er janvier son domicile précédent. Donc, non, je dirais que pour pouvoir utiliser cette exonération, il faut au moins qu'elle y réside de nouveau pendant une année minimum. Ouais, effectivement, en fait, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas d'importance. En fait, la notion de résidence principale, c'est au jour de la cession. Alors, on n'a pas vraiment un peu de jurisprudence, mais disons que le Code général des impôts, où voilà, on n'a pas un arrêt clair qui nous dit exactement combien de temps il faut résider avant la cession. Oui. En principe, c'est vraiment au jour de la cession. Après, effectivement, je suis d'accord avec Olivier. Là, c'est beaucoup trop frais. Alors après, est-ce que c'est un an? Un an, je pense qu'effectivement, c'est assez sûr. Il peut y avoir parfois des cas 6 mois, est-ce que c'est suffisant ou pas? Bon, bah c'est plus risqué qu'un an, voilà. Mais en principe, effectivement, c'est au jour de la cession que ce critère est apprécié. Parce que si attendez une année avant de vendre, ça sera mieux. Hein. Donc, oui, voilà. Je pense que c'est plus sûr. C'est plus sûr. Et puis il faut que ça corresponde à la réalité, bien entendu. Dans ce cas-là, on conseille aussi même de faire le changement d'adresse sur le site impôt.gouv. Vous pouvez prendre la main et forcer en fait la modification de l'adresse. Et puis il faut que ça corresponde à la réalité. Donc il faut tout modifier pour que ça soit vraiment la résidence principale. Donc tous les papiers doivent être modifiés aussi. C'est mieux. Absolument. Sinon vous paierez la plus-value. Alors, MJ qui nous dit « Je voudrais savoir s'il est possible de faire une donation sur un appartement qui a encore un crédit. » Je pense que oui. Qui veut répondre? C'est une bonne… comme tu veux, Olivier. Vas-y. Ouais, pardon. C'est une très bonne question. En fait, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Alors oui, c'est possible par principe. En revanche, il faut vraiment se rapprocher de la banque pour s'assurer que la banque est d'accord, puisque ça peut être une cause de déchéance du crédit en fait si on ne prévient pas la banque. Donc il faut avoir l'autorisation de la banque. Et après, se posent plusieurs questions. Première question, c'est déjà est-ce qu'on transmet la dette aussi? Parce qu'en fait, quand on fait une donation et le bien a été acheté avec un prêt, on a deux possibilités. Soit on laisse la dette sur les donateurs, soit on transmet également la dette. Voilà. Donc dans les deux cas, il faut l'accord de la banque. C'est pas du tout le même projet, voilà. Mais en tout cas, il faut l'accord de la banque. Et il y a une question de garantie aussi, forcément, puisque dans pas mal de cas, il y a une garantie qui a été prise sur le bien, si c'est un bien immobilier notamment, et donc il faut aussi l'accord de la banque là-dessus, mais c'est pas parce qu'un bien est hypothéqué par exemple qu'on peut pas le donner. Mais c'est juste qu'il faut bien le rappeler dans l'acte de donation. Voilà. Donc c'est possible. La question à se poser, c'est savoir si on transmet la dette ou pas au donataire, et surtout faire ça avec l'accord de la banque. Indispensable. Ouais. Je rebondis un petit peu sur je fais une petite digression, on va dire, par rapport à ce que vient de dire Olivier. Olivier parlait du problème des garanties. Je fais une petite digression puisqu'on parlait aussi en tout début d'intervention de changement de fiscalité en début d'année. On a eu un changement de tarif aussi pour les notaires et on a eu notamment un changement de tarif pour les actes de main levée, c'est-à-dire la levée des hypothèques justement quand le crédit est remboursé ou à l'occasion d'une vente. Et le tarif a été très sérieusement revu à la baisse, ce qui fait que si ces dernières années, il était parfois, parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'était pas toujours plus intéressant en tout cas de prendre une caution crédit logement plutôt qu'une hypothèque, parce qu'on payait l'hypothèque plus la levée d'hypothèque après, et peut-être sur le global, ça pouvait revenir un peu plus cher. Aujourd'hui, j'invite vraiment ceux qui ont pour projet d'acheter et d'emprunter à vraiment comparer les frais de garantie des deux côtés, et la caution d'un côté, et l'hypothèque avec la levée d'hypothèque derrière par le notaire. Et bien souvent, je mets ma main à couper aujourd'hui que dans 90% des cas, la solution d'hypothèque est moins onéreuse que la solution crédit. Après, c'est vrai que l'hypothèque, c'est un peu le fantasme, ça fait peur. Ça veut dire que, voilà, on peut me saisir mon bien. Et je dirais qu'il faut relativiser. De toute façon, la caution, les organismes de caution ne sont pas des philanthropes. Donc, dans le contrat que vous signez avec l'organisme de caution, il est aussi prévu qu'à première demande, et si l'organisme de caution doit se substituer à vous, pour récupérer l'argent qu'il aura payé pour vous, vous engagez à lui concéder une hypothèque. Donc, je veux dire, on y revient quelque part un peu toujours.
Pour ça, c'était juste une petite digression par rapport aux garanties. Merci Olivier. Alors, une question, elle est un petit peu compliquée, mais je vous la soumets. Alors, c'est une question de Kaori. Concernant la déclaration au service des impôts pour un prêt de plus de 5 000 €, on fera la reconnaissance de dette. Comment peut-on savoir le montant de la taxe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une taxation quand on déclare un prêt aux impôts? C'est ce que je comprends. Et en cas de particularité familiale, le débiteur et le créancier, en fait, sont un couple marié. Est-ce qu'il y a une taxation particulière? Bref, est-ce qu'on taxe en famille ou même hors famille d'ailleurs les prêts? Alors, si c'est un vrai prêt, en fait, c'est juste soumis au droit d'enregistrement qui doit être 225 €. Après, voilà, c'est dans le cadre familial, donc il faut s'assurer que ce soit un vrai prêt. Voilà, puisque en fait, là, l'administration peut toujours requalifier une opération. Si par exemple vous faites un prêt et que le prêteur a 90 ans et qu'il met que ce sera remboursé dans 30 ans, forcément, l'administration va considérer qu'il y a une intention libérale, que le prêteur n'avait absolument aucune intention de se faire rembourser. Donc, alors les intérêts, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable, mais il faut qu'il y ait une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un prêt familial, alors il faut le déclarer et il faut que ça puisse être remboursé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut un timing correct. Il faut que la durée de remboursement soit inférieure à l'espérance de vie du prêteur. Voilà, c'est important. Et il faut que voilà l'emprunteur ait les capacités financières de rembourser. Si vous prêtez 3 millions à quelqu'un qui a aucun revenu, bon voilà, une intention libérale qui pourrait éventuellement être prouvée. Et là, on a en plus la question, puisque dans la particularité familiale qu'évoque Kaori, il parle d'un couple, le mari ou la femme, ou 2 fois le mari ou 2 fois la femme, qui est créancier et débiteur. La question, c'est aussi leur régime matrimonial. Oui, tout à fait. S'ils sont mariés sans contrat et sous la communauté, si c'est la communauté qui prête à la communauté, il n'y a pas de prêt en fait. Oui, tout à fait. Donc, il faut aussi regarder cette question. Il faut à minima qu'ils soient mariés sous un régime de séparation de biens. Sinon, ou alors que les fonds soient des fonds personnels provenant de succession, donations, etc. Donc, à creuser aussi sur cet aspect. Alors, la dernière question, parce qu'on doit, j'allais dire, rendre l'antenne, enfin oui, rendre en tout cas le web à 19h, ça fait partie de nos contraintes. C'est Angélique qu'Olivier aime bien, puisque je pense que c'est la même Angélique. Il nous demande si on peut prendre rendez-vous avec un notaire pour conseil à titre gracieux. Alors, tous les notaires sont gracieux, mais est-ce qu'ils donnent tous rendez-vous? Olivier Combe, Olivier Piquet tous les notaires sont gracieux, tous les notaires donnent rendez-vous. Effectivement, alors après, je ne vais pas m'immiscer dans la politique de chacune des études, il y a un peu une liberté aussi. C'est vrai que normalement, on a une mission de service public qui fait qu'on répond effectivement aux questions et qu'on donne des conseils normalement à titre gracieux. Après, je dirais aussi que tout dépend du conseil. Si vous venez, qu'on prend 1 heure, 1h30, 2 heures de rendez-vous, qu'on échange effectivement pour des conseils, pas de souci. Si par contre ça demande une analyse complète, un travail fouillé, d'aller chercher de la jurisprudence, d'analyse de textes doctrinaux, etc., là, effectivement, enfin, le notaire, à ce moment-là, vous le dira et vous proposera une convention d'honoraires en disant, voilà, votre dossier ou les conseils nécessitent tant d'heures de travail et je vous propose X € pour cette analyse complète. Mais en première approche, effectivement, normalement, le conseil est gratuit. Rien à rajouter, Olivier Combe? Non, je suis entièrement d'accord. Voilà, tous les notaires fonctionnent de cette manière et c'est très bien. Alors, pour tous ceux qui continuent à nous écrire, et on les remercie, mais en 1 heure, il n'est pas possible de répondre à toutes les questions, vous pouvez soumettre vos questions à Paris Notaire Info par téléphone, je le rappelle, tous les jours du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h, pour obtenir vos réponses. Je vous encourage aussi à consulter le site notairedugrandparis.fr. Il y a la carte des prix de l'immobilier, le calcul des plus-values immobilières, toute l'actualité juridique qui est décryptée et qui est rendue accessible. N'hésitez pas, et quand on se promène dedans, on a les réponses pratiquement à toutes les questions qu'on se pose. Donc, visitez et revisitez ce site, bien évidemment. Et puis, notre prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 11 mars
toujours à la même heure, 18h. Et là, vous pourrez à nouveau poser vos questions. Encore pardon pour ceux à qui on n'a pas pu répondre. Mais en tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à ces rendez-vous qui ont un grand succès. Et c'est tout à fait normal. Vous avez 2 notaires à votre disposition pendant 1 heure, vous vous rendez compte? Et gracieux en plus. Voilà, donc au revoir, bonne soirée. Au revoir Olivier Piquet, au revoir Olivier Combe. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt. En tout cas, on se revoit le 11 mars. Merci, au revoir. Au revoir.